Recevoir et elles sont déjà sur ce plateau. D'ailleurs, c'est génial. Vous n'êtes que des femmes et alors franchement, c'est pas fait exprès. Mais alors, je suis vraiment ravie de vous avoir sur ce plateau, mesdames. Marilyn Hugues, cofondatrice d'Hypercut, c'est des housses des housses destinées aux sacs de boxe connectés. On va en parler dans un instant. Mariam Bini, fondatrice d'Aoma, ce sont des vêtements techniques et menstruels pour les sportives. Et on dit merci pour cette création. Karine Garcini, directrice générale du Fujitsu France. Et on va parler cette fois de technologie IA pour le sport, notamment dans le jugement des épreuves. C'est absolument passionnant. Et puis Nathalie Paquet qui va nous rejoindre dans un instant. Ah ben oui, vous êtes là, pardon, vous avez pris la place de Justine. Bonjour Nathalie, fondatrice de Sporty Paper. C'est le jeu vidéo qui permet de reprendre le sport, qui promeut le sport. J'avais envie de vous demander, par rapport à cette conférence de presse des Sœurs Williams, par exemple, Mariam, vous qui avez fondé une marque de vêtements techniques et menstruels destinés aux femmes. Quand on voit ça, est-ce que c'est important d'avoir des ambassadeurs sportifs, notamment vos produits sont destinés aux sportives? Tout à fait, effectivement, c'est très important d'avoir des ambassadeurs sportifs, en tout cas pour Aoma, pour représenter la marque, pour aussi asseoir la notoriété en termes de technicité, parce que pour créer une marque de vêtements de sport menstruels, il faut venir du sport et non pas des culottes de règles. Donc effectivement, quand vous avez l'aval de ces sportifs qui ont essayé, qui ont testé et qui du coup acceptent de devenir ambassadrices pour la marque, ça prouve que voilà, le chemin que vous avez fait est le bon, celui que vous avez pris. Et il y a un vrai rôle modèle, évidemment. Tout à l'heure, on a dit avec Jacques Darrigo que ça apportait l'argent, la visibilité, et puis le côté, voilà, les sportifs, on y est attaché, ils ont une image. Et ça, c'est vrai que pour une marque, c'est exceptionnel d'avoir ça. Tout à fait. Et puis en plus, ça montre aussi que moi, mon sujet est un sujet tabou encore, les règles dans le sport. Donc, on commence à peine à en parler. Et c'est vrai que quand une femme sportive de haut niveau commence à en parler et porte des vêtements en disant il y a d'autres possibilités, c'est vrai que ça du coup délie les langues et permet aussi aux jeunes sportives de ne pas arrêter leur pratique sportive, parce qu'il faut savoir qu'il y a 50% des adolescentes qui, arrivées lors de leur menstruation, arrêtent le sport. Mais ça, c'est absolument désastreux. Et c'est d'ailleurs votre fille qui vous a fait créer votre marque, parce qu'elle vous a fait cette remarque. Elle a dit c'est terminé, maintenant j'ai mes règles, je fais plus de sport. Elle voulait plus faire de natation parce qu'elle voulait pas porter de tampon. Ce qui est absolument incroyable quand on y pense, de perdre autant de sportives. C'est pour ça que vous avez créé cette marque. Mais on va y revenir dans un instant. Marilyn Hugues, vous êtes cofondatrice d'Hypercut. Donc c'est ce que je disais, ce sont les housses qu'on installe, des housses connectées. Voilà, on a des données qu'on connecte, en fait, on les met autour des sacs de boxe existants. Vous aussi, vous avez des ambassadeurs sportifs pour porter cette marque? Oui, on commence à avoir des ambassadeurs. On travaille avec Jérôme Le Banner. Et pour nous, c'est une très très grande chance. On travaille surtout avec des institutions, par contre, plus que par des personnes, comme l'INSEP ou la FF Box. Donc il y a des grandes salles aussi à Paris. Ouais, on va un petit peu parler de ce produit. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? De quelle façon cette idée est venue de créer une housse de sac de boxe connectée pour les sportifs? Comment est venue la genèse du projet? La genèse est assez simple. Mon mari fait de la boxe française, de la savate. Notre fils aussi. Et ils étaient dans une salle. Et en fait, en s'échauffant sur le sac de frappe, trouvait ça un petit peu ennuyeux de s'échauffer sur un sac c'est pas très rigolo. Donc il se disait, ça serait quand même sympa qu'on puisse se mesurer les uns aux autres, savoir s'il y en a un qui tape plus fort, qui va plus vite, etc. Et donc on a réfléchi en famille à une idée et on était parti sur des gants connectés au départ et après sur un sac connecté. Et à une réunion de famille, on se disait, c'est quand même un peu pénible, un sac de frappe, c'est lourd, c'est gros, pour le transporter, etc. C'est compliqué. Voilà. Et c'est mon beau-frère qui a dit, mais pourquoi vous ne faites pas une chaussette? Et donc c'est parti de là, on a créé une housse qui est donc équipée de 8 capteurs et en fait on l'enfile sur un sac de boxe pour pouvoir le rendre connecté et mesurer la force, la vitesse. Et on a intégré aussi des LED sur les capteurs et en fait on fait des exercices guidés avec notre app.
Et donc on peut aussi calculer la réactivité entre l'allumage de la LED et le coup porté. On va revenir évidemment sur votre produit. Est-ce que ça a apporté aussi le rôle des sportifs? Est-ce que c'est quelque chose qui est développé ailleurs ou chez les champions aux États-Unis? On va y revenir dans un instant. Mais en fait, le lien que je veux faire avec vous, Nathalie Paquet, qui devait être cofondatrice, vous êtes fondatrice de Sporty Paper, c'est du jeu vidéo. Et en fait, le lien, c'est un peu que ça ramène les gens vers le sport. C'est ce côté connecté, c'est ce côté, on parle aux jeunes. Et à partir du moment où c'est connecté, il y a de l'IA, il y a des données, puis je peux mesurer finalement mes performances sportives. Un grand champion, par exemple. C'est un peu l'idée quand même de ça, Nathalie. Carrément, ça rejoint complètement le sac de boxe connecté. Le principe derrière Sporty Paper, c'est qu'on est parti d'un constat qu'on connaît que 95% des Français ne sont pas assez actifs. Un gros taux de sédentarité, qu'on connaît les conséquences en fait, on les sait. Donc en fait, il faut jouer sur la motivation, et un des facteurs de motivation, 73% des Français jouent au moins de manière occasionnelle aux jeux vidéo. Ouais. Donc on est vraiment parti de cet engagement du jeu vidéo, on a enlevé tous les codes du sport, parce qu'il y a vraiment ce déclic à faire, être game changer et faire que les gens ont envie. Et souvent, quand on a une pratique éloignée, en fait, on se dit « ah, c'est pas pour moi ». Donc là, c'est vraiment le côté ludique, fun, et effectivement, data, connexion, se mesurer aux autres. Alors ça, ça marche. On est tous des compétiteurs. Bien. On en parlait tout à l'heure avec Footbar, c'est-à-dire avoir finalement les mêmes données à disposition sur son smartphone que Kylian Mbappé et pouvoir faire finalement des comparaisons. C'est un peu ça. Bah oui, c'est ce que vous disiez, parce que les sportifs et sportives, elles ont une grande influence sur leur mode de vie, etc. Et si on peut se comparer avec elles sur un jeu ou avec un capteur, etc., alors on se donne à fond. Est-ce qu'on dresse, quand on a un jeu vidéo ou ce type de produit, pareil, est-ce qu'on a des ambassadeurs? Est-ce qu'on peut les faire, je sais pas, rentrer un ambassadeur dans le jeu? Est-ce que ça s'envisage en type de stratégie? Ah oui, carrément. C'est une stratégie qu'on va avoir en 2025, puisque pour l'instant, on est très B2B. Ouais. Mais dès qu'on passe en B2C, donc grand public, en 2025, c'est tout à fait l'idée d'avoir des ambassadeurs, des challenges où justement on va mettre en avant un ambassadeur et se mesurer à lui. Et en fait, en plus de ça, c'est des sportifs, souvent, la période où on a envie de leur parler, c'est la période où ils n'ont pas le temps. Et en fait, il y a aussi cette idée, si on enregistre leur score, en fait, ils ont quelque part un double numérique qui est en train de jouer, et on se mesure à eux et on peut gagner peut-être de le rencontrer en vrai, etc. Enfin, il y a plein de choses à imaginer autour. Je vais me tourner vers Karine Garcini, qui est directrice générale de Fujitsu France. Alors, on va revenir déjà, avant de parler de cette solution basée sur l'intelligence artificielle qui aide à juger les épreuves sportives. Fujitsu, on parle image, c'est japonais évidemment. C'est quoi aujourd'hui le champ d'action de Fujitsu, Karine? Alors merci de me poser la question, parce que à l'ouverture de la 8e édition de Vivatech, je crois que c'est François Vitouzet qui a été interviewé par un de vos confrères qui lui a posé la question pourquoi le Japon était à l'honneur. Parce que pour lui, la dernière innovation technologique du Japon, c'était le magnétoscope. Et là, je me suis dit... C'est une mauvaise foi quand même, non? Oui, alors je me suis dit là, du coup, c'est une bonne occasion, et il a cité Fujitsu. Alors Fujitsu, c'est une société japonaise qui est présente dans 100 pays dans le monde, c'est 136 000 personnes. Une présence en France, avec un savoir-faire dans l'innovation technologique, très ancré dans la durabilité. Très ancré dans l'innovation, la transformation digitale et numérique. C'est plusieurs métiers. Alors on parle souvent, effectivement, on nous parle souvent des ordinateurs, des serveurs, on nous parle des climatiseurs. Alors oui, c'est toutes ces technologies, mais c'est aussi une société qui est née en 1935. Donc qui est ancré dans l'histoire du Japon, qui est ancré aussi, qui est très présente en Europe. On a la deuxième plaque géographique de Fujitsu est en Europe, donc faut le citer. Et la France et le Japon, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour parce que peu de personnes le savent, mais on a 600 sociétés françaises qui sont implantées au Japon et 700 sociétés japonaises qui sont implantées en France. Les Japonais aiment la France, aiment la Bretagne, aiment nos régions. Il y a beaucoup de similitudes et voilà, j'aime le dire. Alors, on a effectivement développé des technologies autour de l'intelligence artificielle, toujours tournées vers la durabilité, toujours tournées vers un service, vers la société, vers l'humain. Moi, j'aime bien l'idée que l'intelligence artificielle va servir l'humain.
et pas opposer la technologie à l'humain. Là, on est dans le domaine sportif. Vous allez nous expliquer cette technologie Human Motion Analytics, solution pour le sport qui utilise l'IA. Expliquez-nous de quoi il s'agit. En fait, ça a été un lancement en deux mouvements. Ça a suivi le lancement d'une autre technologie, un système d'aide au jugement. Alors en fait, on a développé une technologie très éprouvée qui s'appelle le Human Motion Analytics, qui permet en fait d'utiliser facilement la technologie et de capturer tous les mouvements en 2D et 3D en fait du geste d'un athlète en gymnastique. Et donc on a utilisé cette technologie dans les phases d'entraînement et puis dans les phases en fait liées pendant les Jeux Olympiques, enfin pas les Jeux Olympiques, pardon, le pléonasme, mais pendant la Coupe mondiale de gymnastique à Anvers qui a eu lieu cette année, les juges ont utilisé cette technologie pour la notation. Alors pourquoi? Parce que ça permet en fait aux athlètes de ne pas avoir de capteur sur la peau et ça permet en fait d'analyser de façon quadridimensionnelle l'ensemble des mouvements liés dans le temps et on sait que c'est compliqué parce qu'à l'œil nu c'est compliqué d'analyser en fait les gestes qui sont articulés par des athlètes où la performance et on sait que dans la gymnastique c'est la précision qui est importante et la répétition du geste et donc l'intelligence artificielle va être là pour apporter une performance proche de la perfection. Ouais. Hein, on va analyser les gestes en 2D et en 3D et on va être en mesure voilà, de revoir sur un écran pour les juges l'ensemble des gestes qui sont articulés pour les athlètes. Et puis pendant l'entraînement, ça permet d'améliorer sa performance. On sait que depuis l'Antiquité, tous les athlètes ont travaillé sur la performance. Hein, c'est la répétition du geste qui fait l'excellence. Et donc cette technologie, elle permet à nos athlètes, alors dans la gymnastique aujourd'hui, mais demain, et c'est déjà utilisé par certaines startups à travers des API, elle permet en fait de travailler au niveau du golf, par exemple, sur un swing, d'avoir le bon geste approprié pour bien lancer la balle, mais aussi au tennis, on est en plein Roland-Garros, on peut l'imaginer dans l'escrime, dans l'équitation, dans un certain nombre de sports, qui permet d'aller, alors pendant la phase d'entraînement, d'avoir la bonne posture pour éviter de se blesser, et puis d'améliorer ses performances. C'est ça. Donc phase d'entraînement, phase de compétition, ça veut dire que comme tout le monde, c'est dédié au plus grand nombre, pas seulement les sportifs de haut niveau et les compétitions officielles. Exactement. Et en plus, cette technologie, on peut l'imaginer après être appliquée dans d'autres domaines que le sport, dans la santé, dans l'industrie, dans l'énergie, dans tous ces sujets de durabilité qui nous sont chers, dans l'énergie verte, etc. Donc c'est des sujets qui sont aujourd'hui mis à disposition du sport, mais qui dans le futur vont pouvoir s'être appliqués, en tout cas dans la santé et dans d'autres domaines. Vous m'offrez une transition parce que vous aussi vous travaillez dans le domaine de la santé, Marilyn, avec Hypercute. Comment ça se matérialise cette collaboration? On a du mal à se le dessiner, mais expliquez-nous. Oui, effectivement, quand on a créé l'Hyperskin au départ, c'était vraiment pour les boxeurs, pour leur performance, pour pouvoir avancer, dépasser leurs limites. Et en fait, on s'est vite rendu compte que notre technologie plaisait aux kinésithérapeutes, donc pour la rééducation, pour les blessures, pour pouvoir motiver déjà leurs patients, parce que c'est vrai qu'un patient qui vient tous les jours en rééducation, on lui dit tu as fait des progrès aujourd'hui. Bah, en fait, il n'a pas vraiment de chiffres pour le voir et c'est vrai que quand il a des graphiques et qu'il vraiment il se rend compte qu'effectivement il a pris un peu plus de force, un petit peu plus de motricité, ça motive. Et on s'est rendu compte aussi que les exercices de réactivité, par exemple, pouvaient nous aider sur des maladies neurodégénératives. Et donc, ça va beaucoup plus loin que l'idée de départ et ça nous plaît énormément parce que le côté social, vraiment pouvoir apporter aux autres, c'est quand même hyper motivant pour nous. Et également aussi, on a fait des partenariats avec des salles de boxe qui travaillent avec les personnes handicapées, que ce soit moteurs comme mentaux. Et là, on a des smiles magnifiques. Enfin, vraiment, on a des vidéos, on a un retour vraiment très très chouette des personnes, des gens atteints d'autisme, par exemple. Les lumières, le guidage, ça leur plaît énormément. Donc ça, c'est vraiment une belle aventure pour nous. C'est intéressant de vous entendre toutes parce qu'on arrive vraiment à faire des liens dans vos démarches de création, l'endroit où vous avez voulu aller, les personnes que vous avez voulu aider. Est-ce que finalement, Mariam, je vous pose la question, mais c'est assez, vu la genèse de votre projet, c'est ce que vous avez voulu faire. Est-ce qu'on peut faire de la tech aujourd'hui, particulièrement dans le sport, sans avoir ce côté finalement
inclusif. En tout cas, j'aide la société, je fais avancer les choses au-delà de simplement mon pur produit technologique. Pardon, j'ai envie de dire que vous êtes des femmes et que peut-être que c'est un prisme qu'on a peut-être particulièrement, mais de toute façon, dans le business aujourd'hui et dans la tech, est-ce que c'est possible de faire autrement aujourd'hui, Mariam? En fait, je pense qu'on s'est toujours trompé de ne pas faire d'inclusion dans le business avant. En fait, c'est tout simplement ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne peut pas ne pas être inclusif. Et on le voit, on voit nos jeunes qui sont beaucoup plus dans la recherche d'inclusivité, qui sont beaucoup plus dans, on va dire, la libération de tout, ce que nous, on n'a pas vécu. Et je pense que de toute façon, on ne peut pas faire une société 100% féminine ou 100% masculine. Il faut des deux, puisqu'on est quand même 50% et 50% pour faire notre monde. Ouais. Donc non, je pense que c'est quelque chose qui est devenu primordial et qu'il faut de toute façon continuer, puisque c'est aussi notre rôle à nous, en tant que chef d'entreprise, femmes ou hommes, de montrer l'exemple justement au sein de la société et au sein de la société économique encore plus. Nathalie? Même avis, tous nos jeux dès le départ étaient inclusifs avec un mode haut du corps. On peut jouer en fauteuil et on l'a jamais dit que c'est pour les personnes en situation de handicap, parce que moi, entre deux visios, je peux aussi faire mes bras. Oui. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé dès le début. Et là, je sors d'une présentation où on a lancé un jeu entièrement paramétrable pour les publics seniors, dans un premier temps, mais aussi pour les personnes en situation de handicap. Et on va pouvoir choisir l'amplitude de mouvement, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est vraiment répondre à la personne comme il faut, parce que si elle est en situation de vulnérabilité, si on la met face à un échec en lui disant bah, joue, ah bah tiens, ça marche pas, et dans le même sens, quelqu'un qui sait faire, si on lui dit ah bah non, mais en fait, toi, fais pas trop d'amplitude, parce que en fait, il faut s'adapter à tout le monde, et ça, c'est ultra important dans l'inclusion, Ouais. et leur montrer qu'on est tous on est tous pareils. Et de la même façon, pour les filles et les femmes, on a fait un jeu où en fait on joue sur l'intensité de mouvement, et donc je peux battre quelqu'un de plus fort que moi, et quelqu'un de plus fort que moi peut être une fille, et c'est pas les hommes qui sont toujours plus forts que les femmes, hein, d'abord. Non mais c'est vrai. On voit la réflexion derrière. Donc voilà, pour nous ça a été Ouais. un enjeu dès la base de notre société. Karine, vous avez cet avis aussi qu'il y a une sorte de, on essaye de trouver une sorte de justice aujourd'hui dans le business? Alors moi, je fais partie de cette génération qui a démarré dans l'IT il y a un peu plus de 20 ans, où il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'IT. Et vous avez vu le changement? Un petit peu, Ouais. parce que il y a 20 ans, il me fallait être accompagnée par un homme pour être légitime. Hein, et donc, on me posait souvent, on me posait beaucoup de questions sur mon parcours scolaire, on me posait beaucoup de questions sur ma légitimité. Donc, les mœurs sont un peu évoluées, un peu. Il faut continuer à se battre. Fujitsu, c'est 28% de femmes dans l'entreprise. Ouais. C'est du mentoring entre des jeunes et des moins jeunes. C'est 27 nationalités. C'est ça notre richesse. Ouais. Et je crois qu'il faut au quotidien se battre sur la diversité et l'inclusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le produit que vous présentez, même dans la solution, il y a une idée de justice. C'est-à-dire, ça fait quand même 30 ans qu'on voit du patinage artistique, par exemple, et que tous les ans, à chaque compétition internationale, il y a une situation dramatique où dans les jugements, c'est pas juste, où on sait que, voilà. Est-ce que c'est pas pour ramener aussi des valeurs comme ça dans le sport, faire qu'on a davantage ensuite confiance dans le sport, en tout cas, amener ce genre de choses, même jusque dans la technologie, quand elle a été pensée? Mais je crois que la donnée, elle doit être éthique. Hein, le sport, oui. la donnée, on parle beaucoup de... Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de données. On parle de... Souvent, c'est associé de sécurité, c'est associé à de l'éthique, aux valeurs. Moi, je crois beaucoup qu'effectivement, la performance, elle doit être analysée, elle doit être confortée. Et on le voit dans beaucoup de sports, dans le football, dans le rugby, dans le tennis, en gymnastique. Donc je crois que l'athlète se sent épaulé par la technologie, parce que justement on peut revoir les gestes, on peut les réanalyser quand il y a un doute, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le passé. Oui. Et donc
aujourd'hui, cette technologie, elle permet d'être au service du sportif. Ouais. C'est important. Oui, c'est important, effectivement. C'est vraiment plein d'espoir de voir vos technologies et de vous voir sur ce plateau. J'ai quand même une question à vous poser. On est évidemment à Vivatech en direct de la porte de Versailles. On est en année olympique, hein. C'est dans quelques semaines. On va tous y passer. Est-ce que c'est important dans le développement de vos business, cette année olympique? Est-ce que c'est un moteur? Est-ce que ça, finalement... fait gagner du temps? Est-ce que ça met le sport sur un niveau qui vous manquait jusqu'ici, une visibilité peut-être? Marilyn, qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour Hypercute, oui, complètement, dans le sens où, vu que nous sommes fournisseurs officiels de la FF Box, nous avons la chance d'animer les Jeux Olympiques pendant les 15 jours sur les sites de compétition de boxe à Villepinte et ensuite à Roland-Garros. Donc pour nous, oui, là pour le coup, les Jeux Olympiques sont un énorme tremplin parce qu'on aura quand même beaucoup de visibilité. Oui. Et voilà. Et donc oui, la box connectée, là pour le coup, est arrivée au bon moment. On a développé notre produit au bon moment. Tout se cale vraiment très très bien. Et donc voilà, les Jeux Olympiques, nous, c'est notre année pour le coup. Est-ce que vous avez développé ce produit en France? Est-ce qu'il existait, par exemple, aux États-Unis? Est-ce que vous en avez pris exemple ou pas du tout? Du tout. En fait, en tout cas, le principe de la housse n'existe nulle part. Nous sommes brevetés depuis 2021. Quand l'idée est arrivée, on a vite déposé le brevet parce qu'on a senti que c'était un bon filon, on va dire. Il existe un sac, par exemple, un sac connecté, mais qui est plus loisir aux États-Unis. Mais on n'a pas cette interactivité, on n'a pas ces données, on n'a pas ces remontées précises que nous avons. Donc voilà, là-dessus, pour le coup, on est unique au monde. Ouais, et ça peut, enfin, on peut se dire que dans quelques années, ça va permettre d'upgrader les niveaux des sportifs, d'avoir ce genre de technologie. Tout à fait. On sait déjà que la donnée donne l'analyse de la donnée, le fait de l'utiliser à l'entraînement. Évidemment, ça multiplie les performances et surtout ça affine. Mais là, vraiment, on arrive quand même à des technologies qui sont quand même très intéressantes. Oui, on serait arrivé un petit peu plus tôt. On pense que l'INSEP aurait pu intégrer les hyperskins dans les entraînements de boxe. On est arrivé un petit peu tard. Donc à partir de septembre, on va travailler avec eux. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas pu arriver à temps. Mais oui, pour demain, vraiment, la plupart des sports aujourd'hui intègrent la technologie pour pouvoir avoir les remontées de données. La boxe ne l'avait pas. Maintenant, là. Ouais. Et donc, on espère bien qu'effectivement, demain, pour les prochains Jeux Olympiques, on aura intégré l'hyperskin dans les entraînements. Il y a une question aussi, vous l'avez dit, de visibilité de certains sports qui restent souvent en dehors de ces compétitions internationales, quand même assez confidentielles, notamment la gymnastique sur laquelle vous travaillez. Mariam, même question, une année olympique comme ça, quand on fabrique des vêtements menstruels, techniques, qui ont été pensés, qui sont portés par des sportifs, j'imagine que ça fait du bien au business, à la visibilité. Bah écoutez, j'espère bien. Bah oui, j'espère aussi pour vous. Non mais effectivement, parce qu'en fait, Aoma a commercialisé ses premiers produits en février de cette année. Ouais. Donc c'est tout récent. Donc effectivement, on a vu déjà dès la commercialisation tout de suite des ventes qui ont été assez importantes. Donc on espère bien que l'année olympique va permettre aussi aux jeunes et aux moins jeunes de se remettre au sport ou de se mettre au sport et de permettre du coup d'utiliser, de ne plus trouver l'excuse de j'ai mes règles, je ne fais plus de sport. Vous travaillez avec des fédérations déjà ou c'est l'objectif de l'année qui vient? Alors, on est en discussion avec certaines fédérations, effectivement, pour du coup être partenaire officiel sur pas mal de sports. On va quand même, parce qu'on en a parlé comme ça rapidement, mais vous avez vos produits qui sont avec nous. Ce sont des maillots, ce sont des leggings, ce sont ce genre de tenue. Il y a un juste au corps aussi. Alors... Et le maillot est magnifique, notamment ça fait penser au maillot des volleyeuses, du beach volley. Effectivement, expliquez-nous ces 2 ans de recherche et développement, ce que vous avez cherché en réalité. En fait, la difficulté, ça a été de ne pas avoir de fuite. Ouais. Parce que et d'avoir une finesse, parce que là je vous montre le sous-juste corps qui est pour les gymnastes et pour les patineuses, c'est de pouvoir avoir des mouvements, des libertés de mouvement, que ça tienne au corps et que ça ne déborde pas. Ouais. Donc ça a été une grande difficulté puisqu'il fallait aussi le côté très fin mais qui absorbe parce qu'elle reste entre 6 à 8 heures pendant une compétition. Donc il faut que même si c'est le 2e jour du flux, ça puisse absorber. Ouais. Et en fin de compte, on s'est aperçu aussi qu'on pouvait absorber les fuites urinaires. Donc du coup là aussi on s'est dit il va falloir qu'on développe un peu plus parce que ça concerne aussi 50% des femmes sportives, les fuites urinaires, encore plus les gymnastes parce qu'avec les sauts le périnée est très sollicité. Ouais. Donc du coup on a fait toutes ces recherches là pour pouvoir être étanche et sur le sang
et sur les urines. 2 années de recherche. Exactement, ouais. Et vous avez réussi à avoir un produit là, le sous-juste corps est breveté, donc il est en cours de finalisation au niveau du brevet. Et du coup, sur le shorty, c'est la même chose. Et le legging. même question à l'étranger, cette recherche, elle a été faite. Il y a des concurrents qui ont trouvé des techniques intéressantes dont vous vous êtes inspiré ou pas vraiment? Alors non, c'est pas du tout inspiré de ce qui se passait à l'étranger, parce que quand on est arrivé, on était vraiment les premiers. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit des marques de culottes de règles en fait qui commencent à venir sur le marché du sport. Sauf que, comme je vous l'expliquais au tout début, quand on vient des culottes de règles, du coup, on n'a pas l'expertise du vêtement sportif, qui est un vêtement quand même technique. Oui. Il faut de la respirer, voilà, et il faut que ça respire pour pas que la sueur soit gardée non plus. Oui. Donc il y a toutes ces barrières-là qui nous laissent, nous, encore un petit peu de temps. Donc on était là aussi à Vivatech pour de la recherche de financement, effectivement, pour garder cette avance là-dessus et pouvoir attaquer l'international. Voilà, on va y revenir dans un instant sur ce que vous recherchez de cette édition 2024 de Vivatech. On est en direct, je vous le rappelle, pour ce Sport Business émission spéciale. Nathalie, vous aussi, est-ce que cette année olympique, est-ce qu'elle est porteuse pour le business, ce jeu vidéo qui fait qu'on va ramener les joueurs vers le sport? Oui, tout à fait. Alors, on développe des jeux sur mesure pour certains partenaires des JO. Quel type, pour qui par exemple? Alors malheureusement, vous ne pouvez pas le dire. Mais un partenaire premium qui sort un nouveau produit et qu'on a mis en scène dans un jeu qui va installer dans les points de vente en amont et qui va être au Club France. On fait 2 autres jeux pour une organisation publique. L'idée, c'est autour d'un lieu emblématique qui a été construit pour les JO, d'avoir un jeu qui met en scène et qui fait faire du sport, mais faire découvrir ce sport. Et après, en plus, il y a tout l'enjeu de l'héritage. Parce que c'est ultra bien de faire des jeux, etc. et d'être dans cette impulsion, mais il y a vraiment derrière, est-ce que la population, parce que les statistiques montrent que, en gros, au bout de 3 mois, le soufflet retombe et on revient à peu près à la même chose qu'avant. Donc là, on est vraiment dans cet enjeu-là et nous, on a envie de le porter. On a fait aussi un jeu pour la Fédération française d'aviron, ça j'ai le droit de le dire. Ouais. Où là, en fait, c'est un jeu où ils vont en fait c'est dans le programme Rame en 5e. Ils vont dans les collèges. Ils vont avec des rameurs pour faire découvrir l'aviron, un jeu complètement paramétrable. On peut jouer de 1 à 10. La longueur de la barge varie en fonction. On peut aller jusqu'à 2024 mètres. Ouais. Voilà, on peut faire tout varier. Ils vont s'en servir dans les collèges, aussi dans l'événementiel, les semaines olympiques, etc. Donc voilà, donc on a vraiment été porté par les JO. On fait aussi dans la santé avec des hôpitaux, on installe ça, etc. Donc dans la rééducation, par exemple, c'est ça ou dans quoi? Rééducation, en fait, nous on est vraiment sur sur tout ce qui est primaire, en fait, dans la prévention, parce que mine de rien, on fait une techno un peu pareil, c'est de la reconnaissance de mouvement. Et en fait, si on reconnaît très bien le mouvement, en fait, il y a un temps d'analyse du mouvement. Et nous, dans le jeu vidéo, mon avatar, mon personnage, s'il bouge pas exactement quand moi j'ai bougé, on va venir me voir et me dire, il y a un bug, ça marche pas. Ouais. Et donc, en fait, nous, l'analyse de mouvement est assez... c'est les mêmes principes, mais elle est différente parce que nous, il faut qu'il n'y ait pas de latence. Donc, on ne va pas faire de la rééducation parce que là, on vient dans du serious gaming avec un objectif, etc. Oui. Et ce qui fait, mine de rien, enlever un peu de fun. Oui. Et nous, comme on veut vraiment créer le déclic, créer de la récurrence, on s'est dit, non, on va rester sur la prévention primaire. Et quand on est installé dans les hôpitaux, on est... plutôt, alors après c'est mobile, mais en fait on préfère être dans les zones de jeu ou d'attente, etc. Ouais. Et du même principe, on installe ça dans des centres commerciaux. En fait, on veut être là où sont les gens et pas où ils attendent à faire de l'activité physique. Oui, c'est ça, vous allez les chercher eux-mêmes et après, oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Karine, c'est intéressant, évidemment, les JO, c'est hyper important. Ce que j'aimerais savoir, c'est où vous en êtes par rapport à cette technologie. Vous l'avez testé, vous l'avez dit dans les championnats de gymnastique il y a pas très longtemps. L'étape d'après, cette année 2024, année olympique, elle va vous apporter quoi? Le développement dans toutes les épreuves? Parce que alors là, en termes d'épreuves où on a besoin de ce genre de technologie, de jugement, là, vous êtes vraiment très pertinente. Alors,
On continue notre collaboration avec la Fédération internationale de gymnastique pour les prochains mondiaux. Donc ça, c'est une première étape. Donc on va continuer à être performant, à travailler notre technologie. Elle n'est pas statique, donc elle évolue d'année en année. On a des startups qui ont intégré notre technologie comme une API pour d'autres sports. Donc on a des startups européennes qui intègrent notre technologie. Donc on verra, je l'espère, prochainement dans l'escrime, peut-être dans le tennis, dans l'équitation et dans bien d'autres sports. Donc on y travaille. Ça veut dire que votre technologie, vous ne la mettez pas au service directement de la fédération, ça doit être utilisé par une start-up intermédiaire? On a les deux scénarios sont possibles, en fait. D'accord. On a les deux scénarios qui sont possibles. En tout cas, on a une technologie qui est assez ouverte et qui est éprouvée, qui peut être au service des startups qui vont eux-mêmes mettre en place avec ces algorithmes leur propre technologie et s'appuyer sur notre algorithme et notre savoir-faire en termes d'intelligence artificielle. Donc on a les deux scénarios possibles et oui, on a envie de continuer dans cette aventure sportive. J'ai envie de dire, en tant que dirigeante d'une entreprise, les Jeux Olympiques, c'est aussi des enjeux pour les salariés parisiens et en France, pour les transports en commun, on en parle beaucoup, c'est l'organisation. Alors on essaye d'utiliser les valeurs du sport aussi pour fédérer, travailler en équipe. Et puis n'oublions pas que c'est pas tous les ans qu'on a la chance d'avoir en France des Jeux Olympiques. Oui, donc il faut en profiter, il faut les célébrer. Donc on va essayer en tout cas de mettre à l'honneur ces Jeux Olympiques à l'intérieur de l'entreprise. L'objectif dans 4 ans, les Jeux Olympiques, je crois que c'est Los Angeles. Oui. L'idéal, ce serait que la technologie soit un petit peu répandue dans toutes les épreuves olympiques et paralympiques. Exactement, le golf, la gymnastique, le patinage artistique et bien d'autres compétitions. Bon, exactement. Pour terminer, on va faire un tour de table parce que ça va assez vite et puis vous parlez bien de vos business, vous êtes bavarde, je suis ravie de savoir ce que vous attendez de cette édition de Vivatech. On sait que demain ça va ouvrir au public, mais là il y a 3 jours qui se sont clos pour discuter avec les partenaires. Marilyn, pour ce Hypercute, cette housse pour les sacs de boxe connectés, vous avez qu'est-ce que ça vous a apporté ce salon? Qu'est-ce que vous espériez ici? Cette année, Vivatech, pour nous, l'objectif, c'était rencontrer des investisseurs, réellement. Parce qu'aujourd'hui, on se développe en France, on se développe aussi sur l'Europe. Et en fait, on va aller chercher les États-Unis, qui nous ont vus l'année dernière au CES. On a eu un très bon contact avec les Américains. Mais là, pour pouvoir aller sur le territoire nord-américain, c'est notre premier objectif. Il faut qu'on trouve un partenaire financier. On en a besoin aujourd'hui. On a investi 1 million d'euros là sur fonds propres jusque-là. Mais maintenant, on arrive au bout de ces fonds propres. Et Vivatech, pour nous, cette année, c'était rencontrer des investisseurs. Et alors, vous avez réussi ou est-ce que, on en parlait, on entendait ces difficultés d'investissement, notamment dans les produits sportifs, parce que j'ai entendu une collègue dire que c'était le parent pauvre un petit peu des investisseurs. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que vous avez réussi finalement à prendre des contacts intéressants et senti que ça pouvait avec une année olympique peut-être prendre? Oui, c'est ça. Alors c'est fou parce que il y a beaucoup d'articles de journaux aujourd'hui et beaucoup d'études qui disent que là où il faut investir demain, c'est dans le sport. Mais aujourd'hui, les investisseurs ne sont pas encore là. Mais ils vont arriver. On le sent qu'ils vont arriver. En France, c'est pas facile. Mais des contacts aux États-Unis, oui, on en a. On a même des investisseurs au niveau européen. En France, ils sont un petit peu plus rares. Mais on a fait de très belles rencontres. Je ne vous dirai pas aujourd'hui, là. Vivatech 2024, ça y est, mais on a fait des très belles rencontres, et aujourd'hui notamment. Et peut-être même demain, parce que demain c'est journée grand public, mais ils aiment bien se promener au milieu du grand public. C'est ça, effectivement. Il y a des chances que cette édition ne soit pas encore terminée. Sur les États-Unis, vous restez sur la boxe ou vous allez élargir, par exemple, aux autres sports de combat, le MMA par exemple, qui est extrêmement répandu, même en France. Est-ce qu'il y a possibilité à un moment d'étendre cette technologie sur les sports de combat de façon plus générale? C'est le cas déjà en France. On a équipé des salles de boxe, mais aussi des salles de MMA à Toulouse d'ailleurs, chez nous. Ça marche très bien. Et en fait, on s'est rendu compte aussi, on parlait tout à l'heure de la santé, mais en fait, le fitness a beaucoup intégré la boxe. Il y a énormément de disciplines maintenant dans le fitness, l'aérobox, la cardiobox, enfin bon, on a plein de disciplines. Et là, c'est vraiment un domaine dans lequel on rentre, parce qu'aujourd'hui, une Hyperskin, donc la housse connectée, ça s'appelle l'Hyperskin, c'était du one-to-one. C'était j'ai un sac, une Hyperskin, un smartphone.
Et en fait, on a eu une grosse demande du fitness qui nous disait, moi je veux avoir un appareil qui va piloter 10, 15, 20 hyperskin. Donc ça y est, là on sort l'hyperfit, on l'a appelé comme ça. Alors ce qui est génial avec notre nom, c'est qu'on peut faire beaucoup ça de se décline déclinaisons. très très bien, Voilà. c'est vrai. Et donc Hyperfit pilote 10 hyperskins aujourd'hui pour faire des small groups, donc des cours co. Et on pense vraiment que c'est ça notre business de demain. Ouais, et c'est alors ça. le fitness aux États-Unis, Oui, alors ça, voilà, il n'y a pas besoin de chercher. il y a une culture, qui nous attendent. on est d'accord. Mariam, pour Aoma, on n'a pas beaucoup parlé de cette marque, on n'a pas beaucoup dit que ça s'appelait Aoma, ces vêtements techniques de sport pour les périodes de règles pour les filles. Qu'est-ce que vous attendiez, vous, de cette édition de Vivatech en 2024 ? Déjà de faire connaître la marque Aoma, parce que comme je vous disais, on a commercialisé très récemment. Finalement, début d'année, donc on est plutôt jeune dans la partie sportive, et puis du coup rencontrer des investisseurs, parce que nous on a envie d'attaquer très rapidement l'Europe et ensuite s'étendre au niveau mondial, parce que il n'y a pas juste les Françaises qui sont concernées, c'est mondial, mais toutes les sportives au niveau monde. Donc effectivement, là c'est notre but. J'aimerais qu'en 2025 on commence à mettre un pied. On a déjà un pied en Belgique, mais c'est pas trop. Voilà, c'est facile. La Belgique, ça parle français. Mais c'est vrai. Mais du coup, c'est d'aller plus loin très rapidement. Mais on a potentiellement pour vos produits la moitié de l'humanité qui est concernée. Exactement. Est-ce que les investisseurs l'ont en tête, ou est-ce qu'ils sont, vu le sujet, le mot menstruel, est-ce qu'ils sont extrêmement frileux encore ? En fait, je pense que c'est un vrai tabou, les menstruations, et on en parle encore. Il y a encore une gymnaste qui disait qu'elle avait peur là pour les JO d'avoir ses règles et donc d'avoir une tache. Donc c'est pas encore très bien abordé, et quand du coup moi je dis je fais des vêtements de sport menstruels, ça va bien jusqu'à vêtements de sport. Et dès que je dis menstruel, on me regarde avec des grands yeux. Ça parle aux sportives et à la cible, mais ça parle pas aux investisseurs. Non, parce qu'ils voient pas, comme vous dites, la moitié de l'humanité est juste concernée. Et en France, voilà, c'est la moitié des Françaises qui pratiquent le sport sont concernées. Et rien que sur la fédération de gym, par exemple, il y a 365 000 adhérents, dont 278 000, je crois, gymnastes en âge d'être réglés. Oui. Donc bon, c'est juste sur la partie gymnastique. Donc on est beaucoup, et malheureusement c'est encore un sujet qu'il faut travailler et qui, j'espère, séduira des investisseurs qui vont croire dans le sport féminin. Les investisseuses, parce que ça passe peut-être par là, effectivement, Marilyn. C'est-à-dire que ceux qui investissent soient des femmes, elles y arrivent. Mais enfin, ça c'est pareil, c'est un domaine qui a du mal à se féminiser, et ça passera peut-être par là. Nathalie, je termine ce tour de table. Effectivement, cette édition 2024 de Vivatech, elle va apporter quoi à... Pardon, Sporty Papers, exactement, je vais y arriver. Nous, avec Vivatech, on vient chaque année. Oui. Et pour la petite histoire, on a même fait notre conférence de presse de lancement de Sporty Papers à Vivatech en 2021. Donc on est des habitués. Chaque année, des enjeux un peu différents. Et c'est vrai que cette année, c'était vraiment de rencontrer des clients, des partenaires. Alors qu'une autre édition, c'était plutôt investissement. Ouais. Donc voilà, c'était des rencontres. Et demain, pour ceux qui sont sur Vivatech, on a plein de choses à vous proposer, parce qu'on fait plein d'animations avec nos jeux. Et on est sur la Discovery Stage, et on fait des challenges en ligne pour montrer un peu toute la diversité d'accès à nos jeux. Et donc c'est aussi être confronté, et ça c'est ultra important, avec notre public. Et comme tu le disais, en fait, les sourires, enfin moi je sais quand je vois les gens jouer, etc., ça nous donne du peps pour continuer, etc. Ouais. On voit en fait tout de suite le sourire, et des fois des jeunes qui sont essoufflés au bout de 3 minutes, et là on leur dit ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal, il va falloir s'y remettre. Voilà. Non, effectivement. Donc voilà, c'est ce double enjeu, et comme vous avez reçu Jacques Darigo, président de la Sportec, je fais aussi partie du bureau de la Sportec, et notre enjeu aussi cette année avec la Sportec, c'était d'être présent sur Vivatech et montrer la diversité des solutions d'innovation à impact, parce que comme on le disait, il faut qu'on ait un impact, et là il y a un enjeu très fort de l'activité physique et de le garder en héritage pour toute l'année et pour les années qui viennent. Karine Garcini, là je posais une question d'investissement. Vous, c'est pas exactement le même fonctionnement. Justement, vous êtes là, il y a Fujitsu, il y a une confiance qui s'est déjà mise en place, et finalement les investissements sont là parce qu'on voit qu'il y a un enjeu derrière le développement de cette technologie. Finalement, vous, à Vivatech, qu'est-ce que vous êtes venu chercher, montrer? Il y a le lancement évidemment dans pas longtemps, mais qu'est-ce que vous avez récolté ici?
Alors c'était de rencontrer d'abord nos partenaires technologiques parce qu'on travaille avec Microsoft, on travaille avec Salesforce, on travaille avec Amazon Web Services, donc et puis des startups. Donc c'est de rencontrer notre écosystème et de montrer qu'on est présent avec eux et de rencontrer nos clients qui viennent voir notre technologie. On a un stand avec une démonstration justement d'analyse du mouvement qui est assez drôle, qui est assez ludique. Donc on met à l'honneur la santé, le sport. Ça permet d'analyser sa performance. Et puis ça permet aussi, à travers le biais du sport, d'ouvrir une discussion sur, je dirais, la transformation digitale et l'IA dans son ensemble. La durabilité, les sujets, je dirais, qui aujourd'hui s'ouvrent à nous dans le futur, d'ici 2030, autour de la sustainability, de l'écologie, de l'énergie. Donc on a tous ces sujets. On a une plateforme aujourd'hui qui s'appelle Kozushi, qui est une plateforme globale où à l'intérieur on permet aux entreprises justement de mesurer son empreinte carbone dans les différents services. Et on sait que c'est compliqué. Donc on est là aussi pour accompagner les entreprises. Et j'ai envie de dire que le sport, c'est aussi un biais pour ouvrir justement ces discussions et d'échanger de façon agréable. Autour de la santé, parce qu'on connaît l'impact du sport sur la santé. Aujourd'hui, on peut plus, partout dans la presse, on lit un des meilleurs médicaments. Exactement, ouais. Pour le santé mentale, santé physique, exactement. Oui. Et donc à travers le prisme du sport, on a des sujets de discussion à travers avec des clients qui ont leur propre stand et puis des nouvelles personnes qu'on rencontre un petit peu partout. Et puis on a les régions, on a le monde, donc. C'est des enjeux qui sont effectivement globaux et qui sont intéressants parce que ça nous permet d'avoir des échanges sur différents prismes et intellectuellement c'est toujours intéressant. Mais ça permet aussi Fujitsu de ramener cette marque qui était vraiment très présente et très appréciée il y a quelques années sur le devant de la scène avec des vraies valeurs. Oui, puis n'oublions pas que le Japon était quand même à l'honneur cette année, donc avec une culture très tournée sur l'environnement, un respect très fort sur l'environnement, sur l'éthique, le respect. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint ce groupe, c'est aussi pour ces valeurs. Pour terminer, pour les 3 dernières minutes, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez eu des problèmes de recrutement, notamment quand vous avez développé votre technologie, des développeurs? On dit énormément qu'il manque beaucoup de développeurs, d'ingénieurs en France, plusieurs dizaines de milliers par an. Il faut les former, mais en attendant, il y a vraiment un trou dans les générations et un trou dans les candidats qui se présentent aujourd'hui dans les entreprises. Est-ce que vous l'avez senti, vous, en développant vos technologies, Marilyn? Alors nous, pour le coup, pas du tout. Ouais. On pose une annonce, on a énormément de candidatures parce que, alors bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui font du STAPS, qui font des écoles de commerce, par exemple. Et en fait, quand ils voient qu'ils peuvent faire du commerce dans le sport, alors là, on a beaucoup de candidatures, même dans les Il y a une techno aussi quand même. Il y a quelques ingénieurs qui ont bossé sur l'idée. Alors l'ingénierie chez nous est interne. En fait, Olivier, mon époux, donc est associé, est à la base d'ingénieur. Donc ingénieur et boxeur. Voilà. Et donc c'est lui qui a développé les capteurs. On a développé la housse ensemble, mais les capteurs c'est vraiment son idée. Donc après l'appli mobile, on l'a fait développer par une société bordelaise qui nous accompagne aujourd'hui. Mais voilà, c'est vrai que demain, on sait et on le voit autour de nous, le jour où on va ouvrir les postes pour pouvoir internaliser le développement, on n'aura sûrement aucun souci parce qu'on a aussi ce côté gaming dans l'app. Et ça attire. Dites-le moi vite parce que rapide. On est prise par le temps, c'est pareil. Alors notre solution plaît beaucoup, donc on a un peu pareil beaucoup de candidatures quand on pose une annonce et ça suit des cycles. Nous on suit beaucoup les cycles des grands studios de jeux vidéo et malheureusement le jeu vidéo là en ce moment c'est pas la forme. Le jeu vidéo pur et donc en fait il y a eu pas mal de développeurs à disposition et donc nous on joue avec les cycles des grandisses. Mariam, chez Aoma, vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est 3 en interne et puis on a 4 autres personnes en externe, mais on n'a pas besoin d'ingénieurs en électronique ou en informatique. Mais en termes de développement web, effectivement, il y a pas mal de soucis de recrutement. Ouais, de soucis de recrutement. Là, effectivement, on est un petit peu moins dans le ludique. On est dans le vêtement de sport. C'est une petite différence, effectivement. Je vous remercie vraiment toutes les 4 d'être venues sur ce plateau. Marilyn Huc, cofondatrice d'Hypercute, Mariam Bini, fondatrice d'Aoma, les vêtements techniques et menstruels pour les sportifs, Karine Garcini, directrice générale de Fujitsu France, et Nathalie Paquet, fondatrice de Sporty Papers. Merci mesdames pour cette émission absolument passionnante. Restez sur BFM Business.